Merci d'être venu assister à cette conférence dédiée à l'architecture contemporaine portugaise. Je fais un petit préambule pour expliquer comment va fonctionner la traduction simultanée, puisque l'essentiel de cette table ronde va se dérouler en portugais. Est-ce que vous êtes familier de ce petit appareil et est-ce que vous en êtes muni? Non. Voilà. Alors, pour l'allumer, il y a un interrupteur qui se trouve en haut de l'appareil. Quand vous appuyez dessus, le petit écran s'allume directement sur le canal 1, qui est celui sur lequel sera diffusée la traduction française. Et ensuite, vous pouvez régler le volume grâce à cette petite molette. Voilà. Donc, je vais immédiatement passer la parole à Jaime Silva, qui va animer cette table ronde. Il est doctorant à l'Université de Lisbonne et son travail s'intéresse aux mégastructures européennes entre 1945 et 1975. Je lui cède la parole. Bonjour. Soyez les bienvenus à la table ronde sur le thème des regards sur l'architecture contemporaine, exposée, cataloguée, critiquée. Les intervenants iront parler en portugais, comme a été déjà annoncé, mais vous pouvez profiter de la traduction. Pour parler sur ces thèmes, on a le plaisir d'avoir avec nous Luís Santiago Batista, à ma droite, professeur invité de l'ULHT, Université lusophone des humanités et technologies, et à la ESAD-CR, École supérieure de l'art et du design. Il est aussi directeur du GA, Journal des architectes portugaises, et Working Group Leader au projet européen COST, Writing Urban Places. Après, on a Helena Barranha, professeure à l'Institut supérieur technique, Université de Lisbonne, et chercheuse à l'Institut de l'histoire de l'art, Faculté des sciences sociales et humaines, Université Nouvelle de Lisbonne. Elle est aussi présidente de l'association Accès Culture au Portugal. Et après, on a Jorge Figueira, professeur associé au département d'architecture de la Faculté des sciences et technologies, Université de Coimbra, professeur invité du programme de doctorat en architecture à la Faculté d'architecture, Université de Porto, et chercheur du Centre d'études sociales, Université de Coimbra. Il est aussi coordinateur du département culturel au Conseil directif national de l'Association des architectes portugaises. Les trois invités iront parler sur la question de la production architecturale contemporaine portugaise en s'interrogeant sur la symbiose entre la tradition de l'école de Porto et l'actuel contexte de globalisation. Merci beaucoup pour votre présence et surtout pour le partage sur ces thèmes de relevance pour la connaissance de l'actualité de l'architecture portugaise. Après, on passe pour le portugais et je donne la parole à Luís. Bonjour. Avant tout, j'aimerais vous remercier de l'invitation qui m'a été faite de participer à cette table ronde. Je vais commencer ma présentation en prenant en considération ce que Jaime nous a proposé, c'est-à-dire analyser dans le cadre de l'architecture contemporaine portugaise
un parcours, un itinéraire qui ne se centre pas autant sur la production architecturale, mais plutôt sur les défis professionnels qui se sont posés aux architectes portugais, notamment dans la seconde moitié du XXe siècle, mais aussi en ayant à l'esprit les spécificités de la condition de production de l'architecture portugaise. Un tournant essentiel pour ce récit, le Congrès national d'architectes en 1948, et le fait que 48, après la Seconde Guerre mondiale, suscite une nouvelle prise de position de l'État nouveau portugais, de la dictature, avec une association des forces du groupe de Lisbonne et du groupe de Porto, deux groupes d'architectes, les deux principales écoles et d'ailleurs les seules d'architecture au Portugal. Ce qui permet de soulever la question de la création d'une classe et la prise en compte des différentes tâches et du besoin de prendre position par rapport au régime. Tout cela fait que cette année est un moment fondateur pour une classe d'architectes au Portugal qui se positionne devant la société, devant le régime, prenant donc une position beaucoup plus claire vis-à-vis de ce que sont ces défis et ces tâches. Il s'agit également d'un moment d'ouverture et de prise de contact au plan international vis-à-vis de l'affirmation de l'architecture moderne portugaise, avec de nouveaux termes redéfinis pour la seconde moitié du XXe siècle. Plusieurs contacts sont faits entre des architectes comme Sergio Fernandes, Fernando Tavora de l'école de Porto, avec d'autres qui participent de façon active aussi dans les débats internationaux. Au vu du développement industriel tardif du Portugal et les contingences dont souffrent les interprètes dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est un moment de débat, de discussion internationale en temps réel, avec un dialogue qui s'établit pour la première fois et qui commence à inscrire les architectes portugais dans ce contexte international. Non pas uniquement vis-à-vis des architectes de Porto qui participent aussi dans ces débats, mais aussi avec des cas singuliers comme Pancho Guet dans le cadre du groupe Team 10 et de ces rencontres plus ou moins formelles établies dès les années 60 avec une autre voix, puisque Pancho Guet vient du Mozambique, d'une production mozambicaine, et qui participe de façon singulière dans ces débats internationaux représentant l'architecture portugaise aussi. Il s'agit donc d'un tournant crucial avec cette prise de contact, cette ouverture, cette nouvelle possibilité pour l'architecture portugaise de débattre et d'échanger sur les grands termes internationaux et en conformité avec ceci. Cette histoire de l'architecture portugaise de la seconde moitié du XXe siècle est illustrée par la position de l'école de Porto, mais elle part aussi d'une grande distinction entre les conditions productives qui existent dans le pays. Et les architectes portugais ont entre leurs mains alors des contextes très différents avec des positionnements professionnels très distincts dans leur pratique. Dans le cas de Lisbonne,
par exemple. On voit plusieurs plans qui s'établissent pour Chelas, Olivays, toute une série de régions de la ville avec des prises de commandes publiques qui se veulent extrêmement structurées, débattues à Lisbonne. Mais cela ne se voit pas dans le reste du pays. Et nous assistons à plusieurs tendances de l'architecture contemporaine portugaise, avec bien sûr des conditions productives différentes selon les différents contextes qui expliquent cela. Donc nous avons ici le plan directeur de la ville de Lisbonne qui montre une approche structurée en fonction de la ville avec un ensemble d'interventions qui vont se poursuivre au fil des décennies. Lisbonne étant la capitale, bien sûr la capitale d'investissement et la capacité de trouver et de rassembler des interprètes est beaucoup plus présente que dans le reste du pays. Par ailleurs, après le premier congrès de 1948, rassemblant les énergies de Porto et de Lisbonne, avec Kelo Amaral et Fernando Tavora, cette nouvelle vision de l'architecture portugaise va jouer un rôle déterminant dans les propositions qui vont être faites par les architectes pour les années suivantes. Et dans ce sens, la découverte par les architectes modernes portugais de l'architecture vernaculaire, de l'architecture sans architecte, pour ainsi dire, et l'intérêt que va susciter cette réalité historique, anthropologique, spatiale de ce qu'était cette mosaïque du territoire rural national, un moment de prise de conscience du fait que cet univers soit menacé, avec des enquêtes sur la question de l'architecture dans ces différents contextes qui sont menés à bien. Et cette implication dans les différentes enquêtes qui vont être menées entre les années 50 et les années 60 est très important pour rassembler des informations et pour susciter des débats qui n'ont pas trait à l'activité de projet en soi, mais qui auront une influence très très forte sur les activités des architectes, puis leur projection internationale. Je voudrais souligner également que cette enquête et ces enquêtes ayant été subventionnées par l'État nouveau portugais, il s'agissait également ici de défier le pouvoir. Les intentions de l'État nouveau vis-à-vis de cette enquête et la subvention de celui-ci n'étaient pas les mêmes que les architectes portugais, bien sûr. Dans ce sens, il y a eu une confrontation qui est apparue avec un affrontement entre l'idée qu'en avaient les architectes portugais et l'idée de l'État nouveau. Et justement, cette photo des architectes qui remettent les résultats de l'enquête au dictateur Salazar est assez intéressante. Ils remettent ici à Salazar donc le résultat de l'enquête. Et en réalité, il s'agissait d'un cadeau empoisonné. Ce processus et cette période en général sont marqués par la richesse du débat architectural avec des figures emblématiques
Portas, Pedro Vieira d'Almeida, entre autres, et la dimension médiatique de construction du débat architectural national est essentielle dans ce processus de questionnement, de dialogue qui existe entre les différents architectes portugais et les différentes approches qui émanent de l'intensité, l'activation de ces interventions théoriques dans le cadre de l'architecture portugaise sont déterminants. Et cette dimension critique de débat, d'échange d'idées, d'alternatives qui sont proposées vis-à-vis des défis qui se posent à eux et les tentatives de réponse apportées des architectes, tout cela est très intéressant. Mais c'est également un moment de séparation, de scission, dans un Portugal avec une industrialisation, un processus de modernisation accéléré dans ces années, avec surgissent des tensions très fortes entre les architectes qui se manifestent alors de façon claire, et notamment dans la rencontre de 1969, où on a un atelier commercial et puis on a un atelier un peu plus informel, et tout cela suscite des débats sur comment les pratiques doivent être restructurées et comment les architectes pourraient configurer leur forme d'action, quelle forme d'association pourrait surgir. Tous ces débats émergent alors. En ce début de période de règne de Marcelo, des moments de tension, de discussion qui vont persévérer sur les décennies suivantes. Et puis, un processus révolutionnaire surgit également avec une forte projection internationale qui se maintient jusqu'à aujourd'hui. Une forte singularité des propositions portugaises émerge alors avec du nord au sud du pays une réponse qui n'est pas unifiée, mais avec un ensemble de propositions qui se posent et qui deviendront fondatrices dans la différence et la différenciation des architectes portugais, dans les architectes qui participent, qui passent par l'autoconstruction. Toute une série d'idées sont alors débattues dans cette période entre 74 et 76. Des contacts internationaux sont alors fait avec des expositions. Ici, une rencontre cruciale entre les différents architectes, des congrégations d'architectes internationaux, avec la participation des architectes portugais. Donc là, on a toute une série de débats entre architectes portugais et architectes internationaux. 2 diapositives et j'en ai fini. Des divisions aussi, du point de vue des disciplines, des grands débats entre disciplines avec l'école de Porto d'un côté et ce qu'on pourrait appeler l'école de Lisbonne aussi, avec le modernisme et beaucoup de débats entre les différentes disciplines. C'est toute une histoire. Une résistance du moderne vis-à-vis de l'affirmation du post-moderne. Et puis, pour finir, la consécration de l'architecture portugaise avec tous ces défis, tous ces débats au travers de la reconnaissance avec le prix à Alvaro Siza, puis Soto Moral, illustrant la façon dont l'architecture portugaise a géré toutes ces informations, débats. Et j'ai conclu. Merci. Louis, merci beaucoup pour votre intéressante présentation sur
le contexte de la dictature et l'architecture pendant la dictature au Portugal. Maintenant, on donne la parole à la professeure Helena Baranha. Tout d'abord, j'aimerais saluer mes collègues de table, remercier les commissaires pour l'invitation qui m'a été adressée à être ici aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier Jaime Silva pour la modération et les interprètes qui font un travail incroyable d'interprétation simultanée. Je vais essayer de parler moins vite pour leur rendre la tâche plus simple. Lors des 10 à 15 minutes que j'ai pour vous transmettre quelques idées, je vais me focaliser essentiellement sur le domaine de l'architecture de musée, qui est mon domaine de recherche. Et je choisis cette option car j'estime, et j'aimerais le démontrer aujourd'hui, que l'architecture de musée est l'un des domaines où l'histoire et la diversité de l'architecture portugaise contemporaine se sont exprimées d'une façon plus éloquente. D'autre part, j'aimerais établir un pont entre la question que Jaime nous a présentée en créant une analyse, une confrontation entre les deux idées clés qui résident dans cette question de Jaime, qui sont la globalisation. Cela est fondamental dans l'architecture portugaise des dernières décennies et qui vit une confrontation entre la spécificité du lieu et une ouverture qui est visible dans chaque projet à un extérieur, à une tentative d'universalité. La question que j'aimerais débattre est la suivante. Est-ce que cette polarité entre externalisation et globalisation résulte de l'influence de la dite école de Porto ou d'une façon plus transversale des relectures de l'histoire de l'architecture portugaise au long des siècles? Je pense que cela est très évident lorsque l'on regarde un projet, par exemple le musée de Santa Marta des architectes Francisco et Manuel Aires Mateus à Cascais, où l'on peut en effet essayer de trouver ici l'influence de l'école de Porto, mais nous pouvons, et cela est très visible, retrouver une lecture et une synthèse de l'histoire de l'architecture portugaise qui, dans ce cas, va de l'architecture militaire, des forts et des phares jusqu'à Molines, et qui se croise avec d'autres références, avec des références, par exemple, dans le domaine de l'histoire de l'art contemporain, du minimalisme, des objets spécifiques de Donald Jett. Et l'œuvre des architectes Aires Mateus est la synthèse de ces multiples influences. Si l'on observe une œuvre qui se situe aussi à Cascais et de l'un des plus grands noms de l'histoire de l'école de Porto, Eduardo Sotomayor, encore une fois, nous pouvons utiliser quelques marques de l'architecture de l'école de Porto, mais aussi une référence au patrimoine architectural et à l'histoire de l'architecture, dès lors dans une ambiance un peu proche de Sintra, des cheminées du XVe siècle du palais de la ville. D'autre part, et cela est très important lorsque l'on pense s'il existe une tradition d'une école d'architecture de Porto, si cela correspond à une tradition, à une façon de faire, de penser, de construire. On pourrait indiquer qu'il existe une conceptualisation qui a été définie lors d'un passé relativement récent et qui se transmet de façon stable et continue jusqu'au présent. Ce qui cela pourrait être le fruit d'une tradition. Mais ce n'est pas cela que l'on voit dans la pratique, dans ces noms de référence de cette même école. Ce que l'on constatons est une réinvention des thèmes, et même dans un domaine si spécifique comme l'architecture des musées,
avec un auteur comme Alvaro Siza Vieira, ne cesse de nous surprendre par son réinterprétation et l'actualité, l'innovation qu'il nous apporte à chaque projet. Et même dans d'autres lieux comme à Serralves, où il a construit plusieurs bâtiments. Il y en a un qui est en cours de construction. Et dans tous ces moments, il y a un facteur d'interprétation, d'innovation, et non seulement une continuité dans l'approche à la thématique. D'autre part, l'une des caractéristiques qui est souvent liée à l'école de Porto est l'attention, la sensibilité à la spécificité des lieux ou à la circonstance du projet, comme dirait Tavora. Et je vais citer de Victor Test par rapport à l'œuvre de Siza. Il a une connaissance tacite que les territoires promeuvent des identités. Cette question de l'identité du territoire, l'identité de l'architecture et des traditions qui y sont inscrites, est particulièrement évidente quand il s'agit d'intervenir dans du patrimoine architectural. Celui-ci est un thème récurrent au Portugal, car quand je dis la plupart des musées, il s'agit de 90% des musées portugais qui sont installés dans des bâtiments qui ont été construits pour servir à d'autres fonctions. Donc la thématique de réinterpréter le patrimoine est un défi permanent pour les architectes. Cela est évident non seulement dans l'œuvre de Siza ou de Sotomora, mais aussi de plusieurs autres architectes liés à Porto, comme Sotinho par exemple, qui est l'architecte qui a dessiné le plus de musées au long de sa carrière. Nous voyons ici un exemple, le musée d'Aveiro, qui marque aussi un cycle très important dans l'architecture portugaise, avec des reflets très importants sur les musées, qui est après l'adhésion du Portugal à ce qui à l'époque s'appelait la CEE, aujourd'hui l'Union européenne, il y a eu un investissement sans précédent dans les bâtiments culturels et le patrimoine. Donc une opportunité de plus pour les architectes d'avoir des commandes très significatives liées à des musées qui existaient déjà auparavant parfois, ou la création de complexes muséologiques, comme est le cas de cette intervention exceptionnelle d'Alexandre Alves Costa et de Sergio Fernandez en collaboration avec Uso Urbano à Coimbra dans le stade de Santa Clara Vade, la création de centres d'interprétation. Cela va intervenir dans du patrimoine en lieu archéologique, comme l'on verra plus tard. Ces commandes vont être lancées non par les architectes Porto naturellement, mais quelques-unes des interventions de plus grande échelle sont en réalité à charge d'architectes de Lisbonne, comme est le cas de Gonçalo Birna dans cette intervention au Musée national Machado de Castro à Coimbra, qui n'a pas échappé à la polémique, mais qui rajoute une nouvelle couche de signification pour le musée et un patrimoine essentiel à l'histoire de la ville en soi. À partir des années 90, nous constatons avec la mondialisation une augmentation exponentielle des dynamiques touristiques et de l'apparition du tourisme de masse qui, presque paradoxalement, donne ouverture à un mouvement dans le sens contraire, une volonté des villes de retrouver leur propre spécificité et de faire une approche de leur culture et de leur patrimoine avec tous les risques que cela implique, mais en créant aussi des opportunités d'intervenir dans les moments historiques avec une grande charge politique au long du temps, notamment des monuments comme le château de Saint-Georges à Lisbonne, dont la marque de l'État nouveau, ou Estado Novo, est encore très présente. Et un cas très intéressant est celui de cette œuvre de João Luís Carrilho de la Graça dans le complexe muséologique, et qui, encore une fois, propose une synthèse, d'une part, de celui qui sont les préexistences archéologiques, et d'autre part, d'une manière d'habiter la Méditerranée qui est traduit dans des formes, qui se traduit dans les formes abstraites et avec un sens universalisant.
Si l'on passe à une génération un peu plus jeune et un architecte qui a travaillé pendant très longtemps avec Arilio da Graça, João Ventura Trindade, et une fois de plus, cette recherche d'interprétation de ce qui est un héritage de l'architecture vernaculaire par le biais de programmes muséologiques souvent liés à l'archéologie. L'archéologie étant une thématique et une matière d'invention très importante au fur de ces 2 décennies, avec un musée municipal. Encore une fois, nous observons quelque chose qui est essentiel pour comprendre l'architecture portugaise récente, qui est la décentralisation. C'est une question politique, culturelle, de redistribution des équipements culturels. Et encore une fois, une définition d'identité qui puisse capter ces nouvelles dynamiques économiques liées au tourisme culturel. Et la recherche d'autres patrimoines, la valorisation, car l'ouverture que le concept de patrimoine en soi a dans les années 90 mène à que plus de patrimoine soit la cible de sauvegarde, de protection, comme c'est le cas du patrimoine industriel et ferroviaire. Ici, nous avons encore un centre d'interprétation. Donc, même le programme du musée, après cette vague des œuvres des années 90, qui souvent se sont prolongées jusqu'au milieu du XXIe siècle, nous voyons des architectes travailler sur des projets de plus chirurgicales, de plus petite escale, souvent associés à cette interprétation des lieux qui sont le patrimoine matériel, un patrimoine construit, mais aussi une dimension d'un patrimoine immatériel, un autre concept qui est très proche, j'ai presque fini, un autre concept qui est très proche de celui du territoire, qui est celui du paysage culturel. À partir des années 90, on commence à voir des classifications de la part d'UNESCO des paysages culturels, tout d'abord à Sintra et à partir de 2021 au Alto Douro, Vinhatero, dans la région du Douro, dans le nord du Portugal. Ici, nous avons un musée, le musée de Coa, dans l'intérieur du Portugal, qui justement a cette question du paysage culturel et du patrimoine des peintures rupestres, elles aussi classées par l'UNESCO. En parlant de paysage en tant que thématique pour l'architecture contemporaine et pour l'architecture de musée plus concrètement, implique invariablement de passer par l'Alentejo dans le sud du Portugal et un projet avec un programme très spécifique. Encore, même celui-ci est aussi un défi avec des programmes très particuliers comme le cas des musées de la Luz, construit par Pedro Pacheco et Marie Clément, dans le cadre de la reconstruction totale d'un village qui a été submergé par la construction du barrage de l'Alqueva. Donc, comment le musée transmet cette nouvelle identité du territoire et cette connexion aux communautés locales. L'architecture en tant que paysage ou paysage en tant qu'architecture est quelque chose que nous retrouvons aussi dans plusieurs points du Portugal, continental mais aussi insulaire. Un exemple que la professeure Raquel Henriquez da Silva aime bien montrer est la Casa de Mudas de Val David. Souvent, l'art contemporain est aussi le prétexte, la thématique qui permet non seulement de réhabiliter le patrimoine, comme c'est le cas dans l'archipel à Ribeira Grande aux Açores, mais aussi penser à d'autres centralités, penser aux périphéries. Il ne s'agit pas tant de construire sur une ville consolidée dans les centres historiques, mais aussi aux alentours des villes, dans un mouvement plus vers d'autres paysages, souvent des paysages hybrides qui impliquent une synthèse, et celle-ci est ma dernière diapositive, qui implique aussi d'assumer qu'au fond, nous sommes dans les années 80, début des années 90, comme disait il y a peu M. Batista. Le débat se tournait dans un débat polarisé de 2 écoles, Lisbonne et Porto. À cette époque, lors de la 2e, 3e décennie du XXe siècle, le débat local et global est sans doute un débat incontournable où les écoles et les tendances plus spécifiques s'estompent. Mais ce n'est
pas tant par la voie de la mondialisation. Ce que l'on peut voir dans cette architecture, et l'héritage de l'école de Porto est d'ailleurs très fertile en ça, c'est une vision cosmopolite. Ce n'est pas tant la mondialisation qui l'uniformise, mais le, le caractère cosmopolite qui permet cette porte ouverte à cette réalité extérieure en rapport avec la réalité spécifique. Merci et excusez-moi d'avoir dépassé mon temps, le temps qui m'était imparti. Merci. Merci beaucoup pour cette vision sur l'architecture des musées contemporains au Portugal. Pour donner cette question d'une influence entre l'architecture portugaise, d'une caractère portugaise et cette vision de globalisation. Maintenant, on aurait le professeur Jorge Figueira. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'invitation. J'aimerais saluer mes collègues de panel. J'aimerais saluer Jaime Silva et les interprètes qui font ce travail difficile. Et j'aimerais bien sûr saluer votre présence ici, dans ce lieu si spécial. Bien sûr, j'essaierai, comme mes collègues, de faire une synthèse très succincte à partir de la thématique qui nous a été proposée par l'organisation et plus particulièrement par Jaime. Et je ferai face à ce défi, ou j'essaierai de répondre à ce défi par le biais de 3 étapes différentes. La première concerne directement la question de l'école de Porto, qui a été présentée auparavant d'une façon pour moi un peu émouvante, parce que j'écris et je travaille sur la thématique de l'école de Porto depuis 20 années, bientôt 30. Le livre qui est tout à gauche s'appelle L'école de Porto, une carte critique, et qui a été publié exactement il y a 20 ans. Et je dois dire que le problème de l'école de Porto est que ni les protagonistes ni les antagonistes aiment l'expression, l'idée et le concept. Par conséquent, travailler sur l'école de Porto est travailler sur quelque chose qui, basiquement, personne ne veut entendre parler jusqu'à ce que l'on arrive ici au festival grâce à Jaime Silva. Bon, je suis très croyant, et j'utilise l'ironie de l'école de Porto, autour des années 60 et 70, un moment où un ensemble très petit d'architectes, pour la plupart des hommes, quelques femmes, parlent de la même façon, dessinent de la même façon, ont des complicités personnelles, politiques, culturelles très proches. Ce petit groupe est en effet un groupe très ambitieux dans sa confiance en soi, dans sa volonté de faire des projets d'architecture. Ce groupe a une figure de proue, Fernando Tavora, et un protagoniste un peu relutant, modeste, mais extraordinaire, qui est Álvaro Siza. Et dans cette première diapositive, je vous montre 2 grandes figures. Siza est clairement du côté de l'introspection, Le Corbusier, du côté proclamatif. Mais tous les deux sont contre le monde. Ce sont tous les deux des figures qui ne se laissent pas emporter par le côté... Ne vous laissez pas emporter par le côté modeste et tentateur que Siza, d'une certaine manière, sur cette photo perdue dans le désert de du Maroc en 1967. Siza a aussi une ténacité, une volonté d'être moderne, qui a toujours été en dialogue avec les grands architectes du centre de l'Europe, comme Le Corbusier. Et l'école de Porto s'entend beaucoup mieux à partir de ces 2 diapositives qu'avec toute la bibliographie et le régionalisme critique.
Nous sommes donc ici à l'épicentre de l'école de Porto, dans un moment d'introspection, de dessin, de recherche, à peu près des causes modernes, où l'on essaye d'expérimenter, de viabiliser dans un pays attaché et un peu perdu, comme l'était le Portugal à l'époque, en tout cas jusqu'à la révolution des œillets. Bien sûr, l'arrivée de Eduardo Sotomayor dans les années 70 et 80 vient créer une nouvelle voie, une nouvelle portée qui sera aussi intéressante d'analyser. Dans tous les cas, ce que j'aimerais vous dire par rapport à la première question de Jaime, et très rapidement, est le suivant. Ce qui arrive dans l'école de Porto, c'est le passage d'un phénomène de culte à une industrie culturelle. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une industrie culturelle autour d'une image de culte et d'un processus de culte qui s'est construit lors des années 60 et 70 et que dorénavant se traduit par des publications, des rencontres, des expositions. Deux institutions très fortes qui ont été créées à Porto, donc la Maison de l'Architecture et la Fondation Marques da Silva, qu'il est envisageable de les voir exister s'il n'y avait pas existé l'école de Porto. Nous avons aussi l'industrie, le commerce et même Netflix qui fait des entretiens à Eduardo Sotomayor et Alvaro Siza. Nous sommes donc dans le domaine d'une industrie culturelle. Depuis toujours, j'ai compris qu'il y avait plus dans le Portugal et l'architecture portugaise que l'école de Porto. L'école de Porto explique beaucoup, elle est fondatrice, c'est peut-être un mythe fondateur. Néanmoins, j'ai toujours été préoccupée par ce qui reste derrière, aux deux côtés, ce qui est mis de côté. Et cela est fonction, ça c'est aussi le résultat de l'historien, du critique. Dans ma thèse de doctorat, j'ai pu me rendre à Mozambique à la recherche de Pancho Guedes, qui a déjà été ici cité, et j'étais allée jusqu'à Macao à la recherche de Manuel Vicente. D'ailleurs, j'ai pu prendre une photographie des deux en chemise bleue à Venise qui parlaient avec moi et j'avais les deux enfants terribles de l'architecture portugaise devant moi en train de prouver ou de m'essayer à prouver que l'architecture portugaise ne consistait seulement en l'école de Porto. Après, j'ai essayé de retrouver un concept encore plus difficile et encore plus détesté que celui de l'école de Porto, qui est ou du postmodernisme, l'après-modernisme. Et avec ça, j'ai pu enquêter énormément et avec beaucoup de succès ceux qui, à l'école de Porto, ont une vision, dirais-je, un peu anachronique de ce qui veut dire d'être moderne dans les années 70, 80, 90. Donc ce concept que j'ai introduit était un concept un peu agitateur pour comprendre l'architecture portugaise, pour embrasser d'autres expériences que non seulement celle de l'école de Porto et pour donner un sens qui me paraissait juste, qui est le Portugal n'est pas que un rectangle, n'est pas que le fado. Bon, c'est pratiquement presque le fado, mais bon, enfin. Mais c'est aussi un ensemble d'expériences d'architecture très différentes et très hétérogènes. Basiquement, ce qui m'intéressait, dire ici, une chose très importante du point de vue de quelqu'un qui parle du côté du Portugal en France, dans un pays comme la France, un endroit extraordinaire comme celui où l'on se trouve aujourd'hui. Ce que j'ai compris et qui peut être compris d'après l'histoire de la culture et des idées, c'est que à partir des années 60, il y a une perte d'hégémonie du centre. Donc la contre-culture, les idées alternatives et radicales et sexuelles, féministes, elles mènent à que ce qui est marginal, ce qui est périphérique, puisse avoir une première présence. Donc j'ai imaginé l'optimisme, j'ai imaginé Portugal en tant que périphérie parfaite. Et elle serait parfaite car elle serait finalement libre du regard de Le Corbusier, de ce regard plein de lourdeur. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons aspirer, car les marginalités, les périphéries acquièrent un sens à partir des années 60-70.
troisième et dernière étape, un projet de recherche de la Fondation Sciences et Technologies, duquel je suis le principal chercheur, qui s'appelle Europa. Et le deuxième Europa, la deuxième partie signifie Rise of Portuguese Architecture. Et donc, essayons de comprendre ce qui est l'architecture portugaise. Non seulement l'école de Porto, l'après-modernisme, mais l'architecture portugaise sur la durée. Et dans ses différentes caractéristiques. J'ai commencé par penser le suivant. L'architecture portugaise, et cela n'est jamais dit lorsque l'on parle des temps contemporains, l'architecture portugaise est un phénomène de propagande de l'État nouveau, du Estado Novo. Et c'est un projet nationaliste, structuré et très conséquent. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 60, et nous voyons ici l'architecture portugaise avec la Canção de Lisboa, la chanson de Lisbonne, qui est un film très important d'un réalisateur lié au régime. Et nous avons ici la récupération d'architecture portugaise par Belarmino, un grand cinéaste, Fernando Lopes. Et moi, j'aimerais expliquer ceci qui n'est jamais dit. C'est que l'architecture portugaise a au moins ces deux visages. Le visage nationaliste et le visage de la récupération par les architectes de cette expression pour la modernité. Est-ce que je vais vous montrer, pour terminer ma petite présentation? C'est une exposition que nous avons faite. Ici, nous avons les résultats intermédiaires de cette recherche que nous avons exposée dans la maison de l'architecture. Un des éléments fondamentaux créés par l'école de Porto. Et essentiellement, ce que vous pouvez voir ici, et que je vais expliquer très succinctement, est la création de 11 cabines qui renvoient à 11 thématiques, qui sont 11 questions, 11 watts, où l'architecture portugaise est placée à l'intersection de plusieurs thématiques qui sont difficiles, celui du fascisme, de la dictature que nous avons vu tout à l'heure, mais aussi la question de la démocratie, mais aussi la question du colonialisme ou de l'après-colonialisme, mais la question des femmes ou de l'absence de femmes, la question de qu'est-ce qui est portugais dans l'architecture portugaise. Qu'est-ce qui est portugais dans l'architecture portugaise? Cette idée d'aller dans les bases et en même temps d'établir une pensée critique dans le contexte de la mondialisation. C'est ce que vous pouvez observer au fur et à mesure dans chacune de ces cabines avec des thématiques, des motifs, un papier peint à l'intérieur. Nous avons exposé ces parois à la façon de Salvador Dali, que vous puissiez circuler et parler avec elle. C'est un peu ça l'idée. J'ai parlé de la question du fascisme, de la démocratie, du colonialisme, mais aussi la question des femmes, la question de l'éducation, de l'enseignement. La façon dans laquelle l'enseignement est une partie essentielle de cette histoire de l'architecture portugaise. Pour terminer, nous sommes ici dans la cabine de la recherche, en regardant la cabine de l'enseignement. Ici, nous faisons un hommage au grand historien Paulo Varela Gomes de l'art portugais, ici sur le plan journalistique qu'il a très bien fait dans les années 80. Mais également, et pour terminer, un lot sur la culture pop, sur les architectes qui ont été un peu en marge de la culture, de l'esquisse, du lieu, de l'identité qui existe au Portugal et qui ont un travail extraordinaire qui est encore en cours de découverte. Et pour vraiment terminer cette fois-ci, oui, école de Porto, oui, culte, puis industrie culturelle, il y a plus que l'école de Porto. L'école de la modernité permet de reprendre le Portugal en tant que périphérie parfaite, et puis architecture portugaise, mais avec une pensée critique qui va intercepter les tabous et qui va essayer de récupérer, si possible, l'architecture portugaise pour le XXIe siècle. Merci.
Merci à Georges, Louise, Elena de cette vision transversale sur l'architecture portugaise. Avant tout, nous avons commencé avec le XXe siècle. Nous sommes passés par la contemporanéité avec l'architecture contemporaine, mais aussi l'architecture dans des moments contemporains. J'aimerais ici vous poser la question suivante. J'ai pu étudier à Lisbonne et j'ai eu le plaisir de travailler avec Eduardo Soto Moura pendant 3 ans. Donc c'est intéressant d'avoir cette vision et j'ai senti que cette question de l'école de Porto, où j'ai eu plusieurs amis qui ont étudié, n'était pas liée nécessairement à la question de la copie ou à la question du langage, mais plutôt à une façon semblable de penser l'architecture. Et donc ma question est la suivante. Est-ce que vous partagez cette même vision? Puis, dans un deuxième temps, est-ce que vous pensez que les nouvelles générations d'architectes, celles qui sortent notamment de l'école de Porto, ont gardé cet esprit, cet état d'esprit, ou est-ce qu'on ressent des influences d'autres tendances européennes, mondiales, maintenant, sur ces architectes? Oui, je suis plus près, donc je vais répondre en premier. Alors, Jaime, c'est une question qui se pose toujours, souvent, depuis un certain temps. La question de savoir comment est-ce que les jeunes générations vont gérer quelque chose qui est déjà très marqué, ne serait-ce que du point de vue historique. L'épicentre de l'école de Porto, ce phénomène culturel est là depuis les années 60-70. C'est un tel moment, un tel boom, que d'une certaine façon, des générations d'architectes, et je m'inclus dedans, gardent cette vision. Mais le monde a beaucoup changé. Il y a certes une sensibilité très forte vis-à-vis de ce qui se produit ailleurs. Cette sensibilité a toujours été là. Les moyens n'étaient pas forcément au rendez-vous, mais elle était là. Mais il y a aussi un souhait de la part des jeunes architectes d'avoir une base solide à partir de laquelle ils peuvent réfléchir, se projeter. Et les architectes qui sortent de l'école de Porto ou même des écoles de Lisbonne, lorsqu'ils parviennent à résoudre ce problème de création d'une architecture globale, je pense qu'il peut y avoir une forte adhésion. Mais pour revenir sur ce point, c'est plutôt un commerce d'image, une industrie culturelle, plutôt qu'une logique politique d'émancipation, une logique radicale qui existe lorsque Cisa, par exemple, dessine sa piscine, qui est pratiquement un moment cruel où l'architecture s'impose au paysage. Maintenant, on voit aussi une certaine forme d'intelligence des jeunes générations, mais de pair avec un commerce de l'architecture. Et pour finir, la mondialisation a toujours eu besoin de différences. D'Eduardo Sotomayor, par exemple, lorsque Barack Obama lui remet le prix Pulitzer et il fait ce discours incroyable, il parle de cette question. Eduardo Soto Moura fonctionne comme quelqu'un qui vient de la périphérie et qui est intégré justement dans ce lieu de globalisation, de mondialisation qui sont les États-Unis d'Amérique. J'aimerais ici
faire le contrepoint de ce qui a été dit. Oui, il y a un phénomène de médiatisation, de faire monter en épingle cette question de l'école de Porto, tout un phénomène de star system qui n'est plus là aujourd'hui. Mais du point de vue de l'influence que la dénommée école de Porto a sur les jeunes générations, il y a la question du programme Erasmus qui est là en contrepoint. Ici, je fais référence au programme de mobilité européenne qui existe, et qui est très intéressant parce que d'un côté, les étudiants portugais peuvent bénéficier de cette expérience, non pas seulement de voyage, d'accès aux images qui pouvaient être là dans les livres, la possibilité de faire un interrail, de visiter d'autres villes. Oui, cela existait. C'était plus compliqué par le passé qu'avec Internet aujourd'hui, mais cela existait déjà. Mais au travers du voyage, de nouveaux contacts, de lecture, outre cela, ils peuvent désormais vivre dans des villes, bénéficier d'autres enseignements, d'autres contacts, et cela change la vision qu'on peut avoir de notre héritage universitaire qui est là, figé. Et beaucoup de choses changent pour ces étudiants qui voyagent, et aussi parce que nous avons nous-mêmes des étudiants qui viennent dans nos écoles et qui très souvent connaissent mieux même les figures de référence de l'école de Porto, mais pas seulement, Soto Mora, Sisa, bien sûr, mais nous avons par exemple des étudiants en architecture qui viennent chez nous et qui connaissent très bien d'autres œuvres architecturales et qui viennent étudier au Portugal à cause de cela. Donc il y a un phénomène d'hybridation qui se crée, extrêmement riche, qui change un peu la donne et qui vient diluer cette notion d'appartenance à une famille d'architectes. Et c'est intéressant d'ailleurs de faire le parallèle avec d'autres domaines. Par rapport à la question que tu poses, Jaime, dans ma présentation, j'ai parlé de défis professionnels, de conditions de production, sans me centrer autant sur la question de l'auteur, du projet, de l'activité des architectes. Et c'est vrai que je n'ai pas parlé de la deuxième partie de mon introduction, de ma présentation par manque de temps, mais justement, cette deuxième partie pourrait porter sur la récente victoire de notre équipe au Journal des architectes. Nous avons finalisé le premier numéro et cette question a trait à la question de la critique, du débat, de la discussion sur nos défis à l'avenir. Et ici, nous pouvons parler de changement climatique, de défis politiques, sociaux. Donc, il y a tout un contexte de questions qui se posent aux architectes, mais qui sont aussi posées par les architectes. Dans ce sens, ce premier numéro, pas encore publié, du Journal des architectes, a eu comme thème la question de la réactivation de la critique. C'est l'objectif de notre premier numéro, faire une cartographie de la critique. Je n'ai pas réussi à parler de cela, mais dans cette cartographie, nous cherchons à confronter la culture architecturale portugaise avec le contexte international. Il s'agit d'une cartographie internationale de la critique, de la théorie, de la transition. Et les questions qui se sentaient sur l'activité de projet de l'architecte sont mises en parallèle avec plusieurs questions. Et ce n'est pas pour rien que notre table ronde s'intitule « Exposer, cataloguer et critiquer ». Et dans ce sens,
il y a plusieurs points liés à la situation contemporaine actuelle qui sont très importants de poser, qui ont trait à notre position aujourd'hui vis-à-vis de l'avenir. Et toutes ces questions à débattre dans le cadre de l'architecture portugaise contemporaine, avec l'éternel débat, école du Porto, école de Lisbonne, postmodernisme, modernisme. Bon, ces questions sont certes diluées mais encore présentes. On peut se demander jusqu'à quel point, dans quelle mesure, doit-on rester centré sur la question de l'auteur, de l'autonomie, de la discipline, et dans quelle mesure doit-on s'interroger vis-à-vis du rôle de l'architecte dans l'industrie du Star System, ce rôle de grand créateur doit être recadré dans ces défis. Il y a tout un ensemble de conflits qui surgissent dans la création contemporaine, avec des signes précurseurs que nous avons inclus dans notre cartographie, l'architecte, l'extension, l'élargissement de son champ disciplinaire. Aujourd'hui, cette idée de l'architecte qui projette, les écoles au Portugal en parlent beaucoup, implique une reformulation du rôle, de la tâche de l'architecte, mais aussi des moyens qu'il a à sa disposition. Il me semble très essentiel d'évoquer ces questions vis-à-vis des défis de notre profession. Merci. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses. Donc nous allons passer aux questions. Peut-être pour lancer les débats et réagir à la dernière intervention, je me demandais si... C'est bon? Je me demandais justement si l'expérience du SAL restait dans la manière dont elle repense les modalités opératoires entre à la fois les habitants, les habitantes, les citoyens et les architectes, une inspiration pour les pratiques architecturales contemporaines. Oui, sans aucun doute. Et l'expérience du SAL, la façon, c'est un des moments clés, incontournables d'intérêt international pour ce mode de réponse qui a été trouvé, et aussi dans la façon dont les interprètes se sont imposés, la façon dont ils ont participé, dont ce dialogue a pu être créé. Cette expérience est un cadre très intéressant, et ce n'est pas pour rien qu'elle est souvent évoquée. Nous avons d'ailleurs plusieurs programmes, le programme de la mairie de Lisbonne, des quartiers sains, qui s'inspirent directement de façon explicite de ce programme. Et les références y sont faites de façon explicite. Donc tout ce débat du SAL, qui est un débat tendu, car le SAL n'est pas unifié. Je pense que sa principale caractéristique est d'être un lieu de questionnement ouvert et qui, à mon sens, n'ont pas encore été analysés dans leur multiplicité et dans leur forte hétérogénéité, car beaucoup de questions subsistent encore. Ces questions, et pas seulement, car depuis 75, 76, d'autres problèmes ont émergé
le contexte, ne serait-ce que de l'Union européenne, toute cette transformation en cours implique d'autres questionnements. Mais la question de l'autonomie des disciplines entre politique, architecture, politique étant un terme que les architectes n'utilisent jamais, mais ils ne font pas autre chose, parce que si on veut transformer la société, il faut être politique. Toutes ces questions sont très présentes aujourd'hui et ce n'est pas pour rien que la question du sale est encore à l'ordre du jour, restant ouvert à d'autres perspectives et points de vue critiques qui permettent, au travers de la recherche, de trouver de nouvelles positions et de nouvelles questions à soulever. Sur la question du sale, j'ai un avis qui diverge. D'ailleurs, nos avis divergent pas mal autour de la table, même si on veut donner une sensation, un sentiment de cohérence globale. Mais le sale correspond à une période qui n'est pas reproduisible. C'est un moment révolutionnaire. C'est un moment où la possibilité d'une démocratie directe est pensée sans l'intervention des mairies, sans l'intervention de l'État, sans l'intervention politique en général. C'est un moment extrêmement radical du point de vue professionnel, personnel. C'est un moment romantique. C'est comme un mai 68, mais projeté en 74, 75 dans certains quartiers des villes de Lisbonne. Et le sale est là, tel un mythe héroïque qui ne se reproduira jamais, car il n'aura jamais les mêmes conditions. Et il persiste pour ceux qui ont une vision idéaliste du monde comme un moment où l'imagination était au pouvoir. Voilà. Je peux? Bon. Je vais poser une question, mais je la poserai en portugais. C'est beaucoup plus facile pour la table et pour moi-même. Excusez-moi. A questão que eu vou colocar talvez nos faça sair Alors deste peut-être que momento, la mas faz-nos question aterrar que em França. je ou vais no vous mundo poser inteiro. va nous Nós sortir de vocês ce tiveram a moment, falar mais da va nous faire atterrir en arquitetura France. Alors portuguesa vous e avez dos beaucoup arquitetos parlé portugueses e da d'architecture importância que eles têm portugaise, de do l'importance des architectes enraizamento no portugais, território, de cet enracinement mas dans le é verdade territoire que esses national. Cisa Il est Vieira, vrai, Sotomora ces e architectes, Carrilho da Cisa Graça Vieira, Sotomora, Aires, Mateus, ont des œuvres présentes dans le monde entier, et notamment en France. eu conheço duas relativamente bem aqui, J'en connais que é deux o assez João bien Carrilho da ici. Graça João Carrillo da Graça à Poitiers, Mateus au CCOD à Tours. enfim, o Cisa tem obras na China. Cisa a aussi des œuvres en Chine, aux États-Unis. Mais j'aimerais savoir dans quelle mesure est-ce que Nós estivemos a falar, que vocês vous voyez ces caractéristiques que nous avons ici évoquées. Bon, en ayant à l'esprit les grandes divergences qui ont existé, bien sûr, mais les œuvres sont là. Dans quelle mesure est-ce que ces caractéristiques se transposent o João Luís faz lorsque João Luís, par exemple, fait cette œuvre à Poitiers, ou Mateus réadapte un ancien bâtiment? me parece que há uma certa continuidade, mas como Il semble qu'il y ait une certaine continuité, en tout cas à mes yeux, mais je ne suis pas architecte ou historien de l'architecture, donc j'aimerais connaître votre opinion sur ces deux cas concrets, qui sont des cas français, d'œuvres en France, peuvent vous inspirer. Vous pouvez également en évoquer d'autres si vous le souhaitez. Merci. Je vais peut-être commencer, vu qu'il s'agit de deux lieux culturels. Alors, oui, il y a des thèmes qui ont été suivis. Par exemple, la question de la monomatérialité de Mathéus. Tout cela est présent. Et ces caractéristiques ont également été à la base du succès de sa proposition.
Mais il y a d'autres projets qui n'ont pas été construits. Par exemple, le projet que les ARS Mathéos ont fait pour le nouveau musée du Carmaux. Un projet incroyable qui est une réinterprétation de l'architecture vernaculaire dans le contexte égyptien, donc pour le musée du Caire. Et il était extrêmement difficile de construire ce musée. Et bon, cela aurait été très difficile pour le directeur, le curateur, un musée labyrinthe. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet, mais il est disponible en ligne. Donc ces caractéristiques sont là et plusieurs architectes en parlent et on le voit dans les conférences de ARS Mathéos ou d'Agrassa qu'il y a de l'expérimentation dans tous les domaines. Pour ce qui est des concours, oui, cela peut être une plus-value pour faire la différence par rapport à d'autres discours, avoir ce caractère un peu plus spectaculaire, le caractère iconique des bâtiments a été très marquant, notamment dans les années 90, et c'est également visible dans certains lieux culturels. Mais je dirais que c'est également une alternative vis-à-vis d'autres propositions lorsqu'il y a un appel d'offres. Et donc, cela peut faire la différence. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de commandes, le commanditeur va choisir cet architecte. Il s'attend à voir ces traits caractéristiques de cette architecture et c'est pratiquement une marque de fabrique. Pour ce qui est des œuvres qui ont été évoquées, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Helena. Une partie de l'œuvre des architectes portugais, mais aussi des architectes internationaux, a toujours cette dimension iconographique. Il s'agit d'architectes internationaux. Nous pouvons, comme Georges parlait des années 60-70, d'une attitude typique d'une école, l'école de Porto par exemple, mais il s'agit d'architectes, au vu de l'internationalisation de l'architecture portugaise, au travers des revues, des publications, des expositions, mais surtout au travers des œuvres concrètes. Il me semble que ce qui fait que les architectes construisent à l'international ne se distingue pas tant du fonctionnement du système qui existe avec les appels d'offres, avec les prix, la reconnaissance des architectes. Tout cela n'a pas trait à la qualité qui est là, c'est certain, mais le système sous-jacent n'est pas différent. D'où l'importance de comprendre cette idée d'avoir porté à l'état de mythe ces architectes. Ils sont invités à l'étranger pour aller à l'encontre d'une logique, du SAR système, de l'architecture. J'ai quelques doutes vis-à-vis de cela. C'est-à-dire, oui, il s'agit d'architectes portugais, il y a une culture commune, il y a plusieurs points communs qui sont là à cause de leur formation, à cause dans la façon même dont ils construisent au Portugal, malgré le fait d'aimer également construire à l'étranger, ce qui est curieux d'une certaine façon, car le système de production est beaucoup plus violent, beaucoup plus difficile pour l'architecte au Portugal. Car le système de production est terrible aujourd'hui et il a des conséquences sur le projet. Qui va entrer dans les détails? Tout cela est extrêmement violent et il est très difficile
d'avoir ce que nous avions dans les années 60 ou 70, ce goût du dessin, du détail dans le projet, qui peut avoir un développement créatif. C'est de plus en plus difficile compte tenu de la législation, des protocoles, de la question productive sous-jacente. Oui, c'est une très bonne question. Alors, il y a un premier moment, un premier temps, lorsque Cisa fait son œuvre Bonjour Tristesse. Le récit était, ou l'approche, était, par exemple, Cisa arrivait dans un quartier turc à côté du mur de Berlin et il faisait une œuvre berlinoise. Il s'effaçait, de la même façon que Fernando Pessoa s'effaçait au profit de ses hétéronymes. Donc, l'expression portugaise dans le cadre international, à Berlin, dans d'autres villes, le propos de celle-ci était de s'effacer pour que surgissent d'autres projets. Donc, l'architecture portugaise fonctionnait comme une toile blanche, vierge, avec ces bâtiments incroyables qui apparaissent dans le film de Wim Wenders, ces ailes du désir, pouvaient prendre tout leur sens au détriment de l'architecture portugaise. Des figures vitales pour l'école de Porto, Herzog ou d'autres s'éloignent de la matérialité et font par exemple ce nid des aigles, ce stade monumental à Pékin. Et là, on comprend que l'architecture iconique a toute sa valeur. Elle a toutes les valeurs. Et les architectes portugais comprennent également cela. Et puis, dernière idée, je ne sais pas si nous pouvons voir la différence entre Poitiers, les architectures qui se construisent en Europe, étant visibles dans les résultats. Mais hier, je regardais un film projeté ici et les acteurs lisaient un texte sur la guerre coloniale. Ils ne s'inscrivaient pas tant dans la tradition américaine. Mais je pense que les architectes portugais continuent de lire un texte. Et donc, il y a cet esprit un peu méthodologique qui subsiste et qui, je pense, continuera à distinguer les architectes portugais des autres. D'autres questions? Moi, j'ai une autre question. Et c'est une manière aussi de continuer peut-être la discussion qui a été courte quand même pendant la table ronde sur l'art contemporain au Portugal, qui est on trouve quand même dans beaucoup de musées qui sont construits à la fois récemment au Portugal, le MAT en est un exemple, cette relation architecte-musée. Et effectivement, on ne peut pas ne pas penser à l'idée qu'il y a une tentative de rééditer l'effet Bilbao, voilà, 10, 20 ans plus tard. Et dans les différentes images qui ont été montrées de musées, on s'arrête très souvent à la façade. Donc ma question, ce serait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a autre chose derrière ces façades? Et comment sont pensées les architectures intérieures de ces musées? J'aurais dû faire une déclaration de principe dans ma présentation, mais bon, pour des questions de curatrice, j'ai pensé que j'allais montrer uniquement des extérieurs, mais c'est vrai que souvent, il y a plusieurs projets. Et là, je pense aux espaces de musées, espaces pour certains centres d'art contemporain, le cave à Coimbra, qui ont été
conçu par João Mendes Ribeiro, d'autres architectes avec lesquels il travaille, c'est très souvent que la qualité du projet est la plus visible dans l'intérieur, dans ces espaces, la façon dont on travaille la question de la réversibilité. Je pense que c'est singulier dans l'architecture portugaise, mais peut-être même à l'échelle internationale. Cette question d'humilité lorsqu'on instaure un programme muséologique dans un bâtiment ancien, il faut gérer la possibilité de pouvoir retirer ce qui a été mis, ce qui a été placé lorsque l'on travaille avec des objets, lorsque l'on essaye de redéfinir des espaces. C'est quelque chose qui est éloquent. Mais aussi, dans d'autres projets, dans d'autres musées, on peut voir là où le dessin s'impose davantage, le musée Machado de Castro, par exemple, avec un design un peu plus lourd, on voit un travail incroyable qui a été fait avec la responsable du projet, avec plusieurs architectes de l'équipe de l'atelier de Gonçalo Biro, entre autres Nuno Marques, qui ont travaillé pratiquement pièce par pièce pour comprendre réellement ce projet, avec un travail de détail, avec une base scientifique où archéologie, architecture vont de pair, et avec des disciplines de plus en plus sophistiquées, comme le cas de la muséographie. Et on a un exemple avec le travail de Jean-Michel Villemotte en France, où là, c'est pratiquement une science avec la résistance des matériaux, le travail de vitrine. Et ce travail scientifique extrêmement détaillé a été mené à bien de façon très importante dans le musée Machado de Castro. Donc c'était une possibilité de montrer ces projets de l'extérieur parce que nous avions 10-15 minutes, mais ce serait très intéressant de faire l'exercice contraire et de montrer l'intérieur de ces espaces et de discuter d'autres questions. Mais en tout cas, merci de votre question. Non, je répondrai du côté de quelqu'un qui n'est pas architecte, qui travaille dans des musées dessinés par des architectes et que pour la plupart du temps, en créant des expos temporaires pour la plupart du temps, pas des choses muséographiques, et que pour la plupart du temps, je combats la réalité que m'est offerte par les architectes. Et du point de vue, pardon, il faut continuer en portugais. C'est beaucoup plus... Pardon, je vais continuer en portugais, je suis plus à l'aise. La plupart des cas, ceux qui doivent faire des expositions et les monter dans des espaces préexistants doivent combattre la réalité que l'architecte lui présente. J'ai une anecdote de mon expérience au MAS, fait par un architecte qui n'est pas une étoile d'architecture, mais qui était très attentif à la réalité et qui a travaillé dans un bâtiment du XVIIIe siècle, un hôpital. C'est l'architecte Pedro Reis à Elvas, dans le MAS, qui a été présenté hier, aujourd'hui, ici. Essentiellement, il a enlevé des choses et il a laissé deux grands nefs, comme si c'était deux grandes églises, deux grandes nefs qui correspondaient aux infirmeries masculines du bâtiment, et en dessous, cachées, petites, et c'est très intéressant du point de vue sociologique de l'homme, parce qu'en dessous situaient les infirmeries des femmes. Et cela a permis de faire des différentes expériences et des différents montages. Maintenant, j'ai un mariage arrangé, comme on dit. On m'a trouvé un mariage avec un bâtiment qui est le MAT. Et moi, j'ai pas choisi la mariée.
Et je n'aimais pas la mariée quand je l'ai vue. Mais maintenant, comme on disait dans les mariages arrangés anciens, j'ai appris à l'aimer. J'ai appris à l'aimer et je sens que cet espace que je déteste, qui ne rentre dans aucun des discours de mes collègues architectes ni historiens de l'architecture, et on ne peut pas lui attribuer des adjectifs positifs. Il s'agit essentiellement d'un balcon sur l'étage qui est plus utilisé à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et maintenant, j'ai le défi de comment faire des montages dans un espace si difficile et si étrange. J'ai déjà eu 2 expériences. J'ai dû emménager 2 espaces. Je n'étais pas commissaire d'aucun, mais j'ai invité les personnes en fonction de ce qui s'y trouvait. Et je pense que le résultat n'était pas aussi mauvais. Mais je pense qu'il s'agit d'un exercice que malgré tout rajoute de la valeur au travail du scénographe, du metteur en scène. Mais cela demande un excès de travail à d'autres disciplines, d'avoir à nouveau un architecte à chaque fois que nous travaillons dans la galerie principale, car cette galerie doit être adaptée à chaque fois que l'on y travaille. Les espaces ont des besoins spécifiques. Je me rappelle d'une autre situation de conflit que j'ai eu avec un grand ami. C'était pas un conflit avec Manuel Graça Diaz, qui malheureusement nous a déjà quittés. Manuel Graça Diaz a fait quelque chose qui actuellement est en rémodulation, qui est l'Ordre des architectes à Lisbonne. Et la première exposition qui y a été faite m'a été demandée. Donc, j'ai dû me moquer un peu des architectes. Bon, je ne me suis pas moquée, j'ai fait une critique. J'ai appelé cela des finitions de luxe. Car, à l'époque, Lisbonne était encore très loin de l'essor de la construction, donc elle n'avait pas le charme d'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de Français à Lisbonne à l'époque. Et j'avais cette idée des finitions de luxe. Donc j'ai fait une exposition avec des débris, avec un navire, avec des restes de choses domestiques. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a du marbre au sol, de la brique en haut, au fond c'est vert, ici c'est blanc. Et il m'a dit, mais vous adorez faire des expositions dans des palais baroques, où il y a tout un tas de difficultés aussi. Et je lui ai dit, mais c'était pas du baroque, c'était des termes du 19e siècle. Bon, tu as fait une grande confusion, je ne comprends plus rien. Bon, c'était mon premier choc par rapport à un espace architectural totalement intrusif, qui ne permettait pas une autre narrative. Bon, j'ai ces différentes expériences, mais c'est de votre faute. Et en même temps, je dois vous remercier d'avoir un toit pour pouvoir travailler. Je crois que sur ces mots, il faut conclure cette séance, mais merci beaucoup à tous. Félicitations.